Née à Lévis, Denise Carrier-Perrault fait ses études en graphisme, puis en relations industrielles. Députée du Parti québécois dans Chute de la Chaudière pendant près de 15 ans, ministre dans le cabinet Bouchard, elle se fait connaître à l'international avec le dossier de l'amiante. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, Mme Carrier-Perrault. Bonjour, M. Grant. Bienvenue à Mémoire des députés. C'est un plaisir, monsieur. Vous êtes né à Saint-Joseph de la Pointe-de-Lévis. Oui. Et parlez-nous de votre enfance dans cette localité que vous dites qui n'était pas un village, nécessairement. Non. Il y avait une mairie, il y avait un maire des échevins, mais essentiellement, Saint-Joseph de la Pointe-de-Lévis, c'est un rang. C'est un rang en campagne. Il n'y a pas de village, il n'y a pas de cœur de village, il n'y a pas d'église non plus. En fait, le rang était comme séparé en deux pour ce qui est de l'église. Il y en avait une partie qui était avec Sainte-Bernadette de Lauson. C'était la partie où moi je vivais. Et l'autre partie était avec Saint-Joseph de Lauson. Mais en termes de services municipaux, c'était assumé par Saint-Joseph de la Pointe-de-Lévis. Oh. Et les écoles aussi? C'est pas comme ça? Non, les écoles, c'était une école de rang. On avait une école de rang. De première à septième année, on était tous dans la même classe, dans le même local. Et c'est ça, c'était l'école primaire, était une école de rang. Par la suite, on allait à l'extérieur pour aller faire nos études au secondaire. Et on m'a dit que vous saviez lire avant d'aller à l'école? Oui, parce que j'avais une grand-mère qui aimait beaucoup enseigner. Alors, moi, elle nous installait bien comme il faut, là, dans une chaise haute avec la palette baissée, hein, on se comprend, pour pas qu'on bouge, puis elle nous faisait lire. Alors, moi, quand je suis arrivée à l'école, à 6 ans, je savais lire, je lisais les journaux, fait que j'ai pas eu de première année. Tout de suite, j'ai été en deuxième année. Oh! Ça a continué avec les mêmes jeunes pendant tout le primaire? Les 6 années du primaire, effectivement. Parce qu'on allait jusqu'en septième année. Fait que, voilà. Avec le même prof pendant toutes ces années? Non, ou... ils ont eu des changements quand même. On avait le même prof peut-être 1 an ou 2, okay. Parce que c'était des enseignantes qui venaient souvent de l'extérieur. Mais c'était le même prof pour l'ensemble de la classe. C'est du travail, ça? Ah oui, il fallait que je sois aguerri. Mais quand on est dans les plus jeunes, comme ça, est-ce qu'on apprend des choses un peu d'avance? Oui. C'est quand on est deuxième, on apprend du troisième en même temps? Là? Bien, quand on a terminé nos travaux, si on a des travaux à faire, c'est sûr qu'on va écouter ce qui se passe dans les autres degrés, là, ça. Oui. Si on peut s'exprimer ainsi. Alors, oui, on apprend des choses. Bien souvent, on arrive en troisième, en quatrième année, on sait déjà des choses. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Même s'il y en a qui sont inquiets de ce genre de situation-là quand ça se présente. Moi, dans mon cas, ça a été très intéressant parce que ça me permettait d'apprendre plus vite des choses. Et vous étiez une curieuse, là? Oui. Est-ce qu'il y a des enfants qui ne sont pas curieux? Pas beaucoup. C'est ce que je pense. Ouais. Puis pour le secondaire, c'était à l'extérieur? Oui. Ça, on n'avait pas le choix parce qu'à l'époque, les chemins d'hiver, la route, le rang en question n'était pas entretenu. Alors, le chemin fermait l'hiver. Fait qu'on était pensionnaires. Moi, j'étais pensionnaire. OK. C'était vraiment la campagne, mais c'est vrai. Ah, oui. Mais écoute, on remonte de loin, là. On parle de 60 ans en arrière, là. Oui, mais quand même, c'est intéressant parce que si on parle de Lévis, puis on pense tout de suite au grand Lévis qu'on connaît aujourd'hui, qui est complètement différente, là. Oui. Il n'y avait pas de grand Lévis comme on le connaît aujourd'hui, là. Il y avait Lauson, Sainte-Bernadette, il y avait tout. C'était tout divisé, là. Et est-ce que votre famille a été politisée? Disons que mon grand-père aimait beaucoup la politique. Il était un organisateur de l'Union nationale des conservateurs à Ottawa. Et oui, on a beaucoup parlé de politique dans ma famille. Mon père aimait beaucoup la politique aussi, mais lui, il s'est pas impliqué comme mon grand-père. Mais des grands placoteux, là.
Ah oui? Oui, puis ça parlait de politique, puis ça parlait fort. Est-ce qu'il y avait de l'opposition quelque part dans la Ben famille? oui, parce qu'il y avait des oncles qui étaient plus du côté des libérales et tout ça. Mais c'était pas, il n'y avait pas de guerre. Il y a toujours eu des discussions fortes par moment, là, mais pas de chicane épouvantable. Je n'ai pas connu ça. Par contre, j'ai connu l'époque des pneus qui brûlent au bout des entrées. Oh oui? Oh oui. Quand tu perds tes élections, à cette époque-là, quelqu'un qui perdait ses élections, souvent, là, il y en avait qui se chargeaient de venir mettre des pneus et qui les faisaient brûler au bout de l'entrée. Avez-tu une raison? C'est une habitude. Ah, Mais oui? c'est pas arrivé, écoutez, c'est arrivé dans les premières, comme je vous parle, Oui. là, il y a très longtemps. Là. Mais est-ce que la politique était assez... Bien, j'imagine, chez vous, tout le monde savait pour qui votait tout le monde, là. Ah, pas mal. Pas mal. Pas mal, oui. Par contre, la première fois que j'ai voté, moi, il n'y a pas grand monde qui savait pour qui je voterais. Ils l'ont su. À un moment donné, les gens s'en sont rendus compte parce que j'ai été la représentante du NPD au fédéral dans le bureau de scrutin Durand. Oh! Oui, parce qu'à ce moment-là, le NPD n'avait jamais été au pouvoir. Alors, j'étais bénévole. Les autres représentants, eux autres, le libéral, avaient en fait, ils étaient payés pour faire la représentation, là. Mais moi, j'étais bénévole et je représentais le NPD. J'avais décidé que je votais NPD aux grandes dames de mon grand-père. Mais de toute façon, quand on a ouvert l'urne, il y avait un vote NPD. Hein, je savais d'où il venait. Tout le monde savait d'où il venait. Mais qu'est-ce qui vous a fait intéresser à la politique si jeune? Disons que je me suis intéressée jeune, comme je vous dis, par rapport aux échanges qu'on avait au niveau politique. Par la suite, ce qui a fait que je suis devenue indépendantiste, peut-être. C'est sûr, il y a l'histoire. On apprenait pas mal d'histoire à cette époque-là. Puis aussi, j'ai comme eu comment dirais-je, l'évidence qui m'est apparue à un moment donné, là, quand je travaillais à Bell Canada. Pour travailler à Bell Canada, à Québec, à ce moment-là, je parle des années 68, là, même à 64, 66, là, dans ces eaux-là, il fallait absolument être bilingue pour travailler à Bell Canada, même si on travaillait à Québec sur la rue d'Aiguillon ou 1150 chemin Saint-Louis. C'était un prérequis. Alors, moi, j'avais décidé que je prenais des cours d'anglais. J'ai pris des cours d'anglais, puis je suis allée travailler à Bell. On m'a accepté. C'était pas nécessaire d'être parfaite bilingue, mais il fallait supporter une conversation, si on veut, en anglais. Et à un moment donné, on est à 1150 chemin Saint-Louis et je me rends compte qu'on engage quelqu'un qui est transféré à toute fin pratique, je pense, et cette personne-là ne dit pas un traître mot français. Alors là, j'ai dit, il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si je suis en Ontario puis je parle juste en anglais, ça devrait être correct. Si je suis au Québec puis je parle uniquement en français, ça devrait être correct, mais un minimum de français, ça devrait être exigé quand on est à Québec. Ça a été comme une évidence qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et là, je me suis mis de plus en plus à m'intéresser au RN, au Parti indépendantiste, au discours de Pierre Brogo, que j'aimais bien d'ailleurs. Et puis le Parti québécois, bien sûr. Mais en même temps, vous êtes devenue présidente régionale du syndicat chez Bell. Oui. Bien, ça, est-ce qu'il y a-t-il un lien entre la politique et le syndicalisme de chez vous, ou est-ce que c'était différent? Bon, c'est la défense de la veuve et l'orphelin, probablement, quelque chose comme ça. Là. On aime bien s'impliquer dans des causes pour la justice. Et ça, c'est un trait familial aussi, je pense. Et, mais je ne croirais pas que ce soit ce qui m'a amené en politique. Pas vraiment. Ça m'a amené quand même à faire mon cours en relations industrielles. Oui, je me demandais. J'étais tellement occupée de conventions, de fouiller dans le droit du travail, d'aller voir des choses, que là, c'est ça qui a fait pencher la balance, puis que j'ai décidé, quand je retournais à l'école, de faire un bac en relations industrielles.
Quand on fait un bac en relations industrielles et on a déjà eu, utiliser le mot, un background, excusez-moi, de syndicaliste, est-ce qu'on rentre dans la profession avec un petit préjugé syndical? Possiblement. Oui, je pense que oui. On a un préjugé favorable pour le syndicat, mais on recommence vraiment là, l'histoire du syndicalisme, etc. et tout ça. C'est vraiment doucement. Quoi. Mais je suis pas allée là en pensant uniquement aux syndicats. Il y avait aussi d'autres aspects qui m'intéressaient, gestion personnelle, la santé et sécurité au travail et tout ça. C'était des choses qui m'intéressaient beaucoup aussi, là. Entre 84 et 89, vous étiez conseiller en gestion et ressources humaines à Charny. Vous devenez commissaire à la commission scolaire. Et des fois, on dit que devenir commissaire scolaire, c'est un peu le premier pas d'une carrière politique, soit provinciale, fédérale, municipale. Est-ce que vous aviez des idées? J'avais pas de plan dans ce sens-là. Non? C'est arrivé comme ça, je pense, que je suis devenue commissaire à un moment donné, parce qu'effectivement, mes enfants, en fait, nos enfants étaient à l'école et je trouvais ça important qu'on s'implique. D'ailleurs, mon mari a été sur le comité d'école à un certain moment donné. Quand moi, j'allais à l'université, lui, il s'est impliqué autrement. Puis chacun de notre tour, on s'est impliqué au niveau scolaire. Mais mon expérience scolaire a pas été très longue parce que, c'est vrai, j'ai été battue au niveau scolaire. Oh oui? Oui. J'étais, je pense, 1 an ou 2. Commissaire, j'essaie de me rappeler, là, c'est vague dans mes souvenirs. Mais la journée du dépôt des candidatures pour devenir commissaire, c'était la journée des élections provinciales de 85. Ah. Alors, je peux vous dire qu'on s'est plus occupé d'élections provinciales que d'élections scolaires. Alors, il y a quelqu'un qui s'est présenté contre moi, puis qui a remporté. Puis c'était bien correct comme ça. OK. Mais on avait remporté les élections de 85 de façon de peine et misère. Parce que c'était pas facile à ce moment-là, là, avec tout ce qui s'était passé et tout ça, là. C'était loin d'être simple. Fait que on avait mis le paquet plus au niveau des élections du Québec. Ah. OK. Là, ça se comprend. Parce que c'est rare qu'il y ait une élection chaudement contestée pour une commission scolaire. Là. Non, c'est ça. Puis il y avait quelqu'un qui voulait y aller puis qui a fait campagne. C'était très correct. Ça a été une bonne commissaire aussi, j'en ai aucun doute. Comment êtes-vous devenue la candidate du Parti québécois aux élections provinciales dans Chute de la Chaudière en 89? Ça a été un accident, je vous dirais. Un accident de parcours, c'est quasiment ça. Non, c'est que le comté avait été divisé, le comté de Lévis. J'étais la présidente. Je suis devenue la présidente du comté des Chutes de la Chaudière au niveau de l'exécutif du Parti québécois. Et quand les élections ont été déclenchées, M. Garon ne nous avait pas dit où il allait. Du côté de Lévis, on voulait avoir M. Garon. Du côté des Chutes, on voulait garder M. Garon. Bref, il nous l'a annoncé. Les élections étaient déclenchées, puis on faisait du recensement. On débutait le recensement. Alors, c'est spécial là, de se ramasser comme ça. Fait que là, on n'avait plus de candidats, toute fin pratique. Fait que là, moi, j'ai fait plusieurs démarches auprès de certaines personnes là, bien connues, l'ancien président de la commission scolaire, entre autres. Et c'est sûr que, compte tenu du peu de temps qu'on avait pour faire les élections, les réponses positives se faisaient rares. Il y a eu Antoine Dubé, qui, lui, avait décidé qu'il se présentait dans le comté où M. Garon n'allait pas. OK. Il a toujours travaillé avec M. Garon. Il ne travaillait plus avec M. Garon, mais il avait été longtemps avec M. Garon dans son bureau. Mais là, ce qui arrive, c'est que lui il avait annoncé qu'il se présentait. Moi, je rencontre mon exécutif. On se rencontre en exécutif le soir même parce que là, il fallait trouver des solutions. C'est là que les gens m'ont dit, Denise, si tu y vas pas, nous autres, on travaille pas. Ça ne tente pas de nous impliquer. Oh. Là, c'est resté comme ça. Comme je vous dis, j'ai fait des téléphones, j'ai essayé. Puis, 2 jours plus tard, j'avais comme pas le choix. J'ai dit, OK, j'y vais, je vais y aller.
C'est comme ça. Quand Antoine et moi, on s'est rendus à Montréal. On est allés ensemble. Il a fait prendre ses photos avec M. Parizeau. Moi, parce que là, il fallait tout faire, les choses pour la campagne, pour les dépliants, pour les pancartes et tout ça. Ça prenait les photos. Alors là, on n'a pas pris de chance. Faire des photos des 2 candidats possibles d'un chute de la Chaudière. Puis on prendra celle ou celui qui va remporter l'investiture. Alors, j'ai remporté l'investiture. Parce qu'il faut dire que les gens dans le comté nous voyaient régulièrement. On faisait les campagnes de financement. Alors, tous les membres du Parti québécois, ils étaient nombreux aussi à ce moment-là, nous rencontraient à chaque année. Là, on était juste quelques-uns pour faire les campagnes de financement. Alors, il y avait mon mari, moi, puis quelques autres. Alors, j'étais plus connue de ce sens-là. Mais c'était 89, c'était une année difficile pour le Parti québécois. Et finalement, dans cette élection-là, le parti n'a élu que 29 députés. Oui. Comment avez-vous réussi à être parmi les 29? On m'appelait la miraculée. Hein? Les journaux titraient que j'étais la miraculée du Parti québécois dans l'Est du Québec. En tout cas, il y avait seulement M. Garon et moi qui avaient été élus pour l'Est, jusqu'en Gaspésie, là, tout ça. Et je vous dirais que le travail d'équipe a fait en sorte que quand ils ont vu qu'on est une candidate pas connue, le candidat du Parti libéral était déjà plus connu parce qu'il se faisait longtemps qu'il travaillait il voulait gagner contre M. Garon parce qu'il ne savait pas contre qui il se battrait, lui non plus. Alors, c'est ça. Il était plus connu que moi, je l'étais. Mais les gens ont tellement serré les coudes pour qu'on puisse en arriver à gagner. On a travaillé très fort, beaucoup de porte-à-porte. Puis, il y a aussi le fait que M. Garon était très apprécié dans les 4 municipalités qui étaient antérieurement dans le comté de Lévis. Et le fait que M. Audet, qui était le député libéral de Beauce-Nord, avait laissé comme orphelin les 4 comtés, là, à partir du moment où il a compris que il ne ferait plus, ces 4 comtés-là ne feraient plus partie de sa circonscription. Alors, j'avais l'appréciation pour M. Garon d'un côté, la déception envers M. Audet de l'autre, qui a fait en sorte que ça m'a aidé beaucoup. Et il y a aussi le soutien de ma famille, je vous dirais. C'est mon mari qui était doc à ce moment-là, qui a pris la direction de la campagne. Il était déjà très impliqué parce que mon mari avait déjà été président de comté de Lévis, avait déjà, par après, il était impliqué dans d'autres, au niveau régional, par exemple, mais c'est lui qui a pris la direction de la campagne. Et là, les gens se sont vraiment regroupés, vraiment serré les coudes pour qu'on puisse gagner. Et il y avait mon mari, bien sûr, ma famille, mon frère, mes beaux-frères, mes parents sont venus, mes enfants aussi. Alors, non, vraiment, le soutien de la famille a été aussi très important. On parle souvent de la difficulté pour un député de ranger côte à côte le devoir familial et le devoir de député. Mais pour vous, ça a l'air d'avoir été pas si difficile que pour d'autres. Non, bien, pour moi, c'était facile parce que mon mari avait déjà été impliqué au niveau du comté de Lévis. Mon mari a toujours suivi ce qui se passait au Parti québécois aussi. Mais ma fille aînée a été présidente régionale jeune. Mon mari a été président régional et après, quand je suis devenue ministre régionale, bien là, ça avait comme pas de bon sens d'avoir un pareil groupe de Carrier-Perrault pour la région Chaudière-Appalaches. Alors, c'est là que mon mari a démissionné à ce moment-là. Mais c'est sûr que la politique, c'était une chose qui intéresse beaucoup. Oui, mais on peut s'y intéresser. Mais quand c'est sa femme qui s'en va comme député, ça doit être différent un peu, non? Ou est-ce que c'était pour vous et votre famille normal un peu? Bien, c'était normal. C'était ce qu'il fallait. On connaissait un peu ce que c'était la tâche de député, compte tenu de notre implication au niveau des exécutifs. On voyait bien M. Garon, on le voyait bien comment il fonctionnait, puis on voyait que c'était exigeant. Alors, je pense que on s'attendait à ce que ça fasse ça, que ça soit comme ça.
Jacques Parizeau vous a nommé porte-parole de l'opposition en matière de conditions féminines, d'équité salariale et plus tard de la politique familiale. Quels étaient les enjeux dans ces dossiers à ce moment-là? Ben, l'équité salariale, c'est un gros dossier. Ça, je pense que c'est M. Parizeau qui il avait décidé que lui, il voulait absolument qu'on passe une loi éventuellement sur l'équité salariale pour en arriver à ça. Et ça fait partie de la plateforme, d'ailleurs, en 1994, puis ça a été réalisé par la suite. Hein? On se rappelle que maintenant, au Québec, il y a une loi qui oblige les gens à faire une bonne évaluation des emplois, puis donner l'équité salariale. Alors, c'est ça. Ça, c'était... moi, c'est un dossier que me tenait à cœur beaucoup, celui-là. La condition féminine, j'étais moins habituée, j'avoue, parce que je travaillais beaucoup avec des groupes d'hommes aussi. J'ai travaillé souvent, moi, en compagnie d'hommes. Donc, puis moi, j'ai jamais senti de problème particulier par rapport à mon sexe, si on veut. Là. Parce que je suis une femme, j'ai pas eu vraiment à vivre des problèmes, des situations aussi difficiles que d'autres semblent avoir subies. Mais disons que l'équité salariale, pour moi, c'était vraiment important que ça arrive. Et l'autre dossier, c'est la politique familiale. Quand M. Parizeau m'a confié ce dossier-là, on avait plus de temps dans l'opposition, mon attaché politique, et on a fait une grosse étude. Là. On a fait vérifier les dossiers par rapport aux pays de l'OCDE. Qu'est-ce que c'est qui fait que les taux de natalité sont corrects? En tout cas, nous autres, notre taux de natalité est très bas. Et je pense qu'il est encore bas, d'ailleurs, mais il y a eu quand même une petite période là, où ça a remonté. Mais là, on avait vérifié par rapport aux différents pays. Et on a réalisé que ce qui faisait en sorte que les gens avaient des enfants puis se renouvelaient, ben, c'est parce qu'il y avait des services. Partout où il y avait juste des chèques, je pense en France, entre autres, là, à l'époque, il y avait beaucoup de chèques. Puis c'est pas ça que les gens... c'est pas ça qui faisait en sorte que les pays où ça fonctionnait, là, c'est vraiment ceux où ils ont donné des services de garde, des congés de maternité, des congés familiaux, là, si on veut. Vraiment des services de base. Donc, on a poussé beaucoup là-dessus. Quand on devient porte-parole de l'opposition pour autant de sujets, comment est-ce qu'on trouve le temps pour s'en compter? Disons que moi, c'était plus facile parce que mon comté est l'autre bord du pont. Oui. Je me rappelle qu'il y a bien des choses que je pouvais, moi, à l'heure du dîner, partir, aller dans le comté. Il fallait que j'aille. Les gens n'auraient pas compris que je ne sois pas présente à une activité le midi, comprenez-vous, alors que je suis au Parlement. Ça n'aurait pas eu de bon sens pour eux. Fait que moi, souvent, je pouvais partir là, après la période des affaires courantes. À l'heure du dîner, j'allais dans le comté, je revenais après. Je faisais souvent ça quand j'étais au Parlement. Puis le reste du temps, mais quand tu n'es pas au Parlement, ben, c'est sûr qu'on est plus au niveau du comté. Les députés ne sont pas en vacances tout l'été, puis les députés ne sont pas en vacances non plus durant les vacances de Noël au complet. Non, il y a toujours des demandes. Oui, malgré la croyance populaire, là, les députés s'en vont en vacances. Je trouvais toujours ça comique quand j'entendais ça. Est-ce que c'était toujours avec comme des associations ou des groupements, ou est-ce qu'il y avait beaucoup de travail comme individuel, les gens qui ont besoin d'aide? Là? Ah, ça, oui. Oui. Puis, c'est pour ça que c'est important, à mon avis, d'aller dans les rencontres sociales. Dans les soupers, là, comme j'allais au souper de l'âge d'or, ou aller voir les fermières, rencontrer les gens. Parce que là, à ce moment-là, les gens, on est plus accessible. Ils viennent plus facilement nous parler parce qu'on est avec eux. Fait que c'est pas spontanément, peut-être, que les gens vont appeler le bureau de comté. Les gens n'appellent pas leurs députés aussi spontanément qu'on voudrait, là. Mais quand on va dans les rencontres comme ça, les gens, là, ils viennent nous rencontrer puis ils nous disent « j'aurais ci, j'aurais ça, j'ai un problème avec ça ». C'est ça, on ne peut pas régler ça quand on est en rencontre sociale, mais c'est facile à ce moment-là de dire « bon, mais écoutez, appelez-moi au bureau de comté, puis on va se parler, puis on prendra rendez-vous ». Là, ils peuvent nous appeler plus facilement. C'est plus facile pour eux. Merci, Mme Carrier-Perrault. À la prochaine. À la prochaine.